Chapitre 3. Les Romains dans la Gaule. Ce fut Rome elle-même qui franchit bientôt cette barrière des Alpes qu'elle avait proclamée naturelle et insurmontable. À peine maîtresse de la Gaule cisalpine, elle entra en querelle avec les tribus qui occupaient les passages des montagnes. Sur une frontière incertaine entre deux voisins, l'un ambitieux, l'autre barbare, les prétextes, les motifs même ne manquent jamais. Probablement les montagnards gaulois ne s'abstenaient guère de descendre, eux et leurs troupeaux, sur le territoire devenu romain. Les Romains, à leur tour, pénétraient dans les villages des montagnards, enlevaient les troupeaux et les hommes et les vendaient dans les marchés publics, à Crémone, à Placentia, dans toutes leurs colonies. Les Gaulois des Alpes demandèrent du secours aux Gaulois transalpins, à un chef puissant nommé Saint-Sibylle, dont le patronage s'étendait dans les montagnes. La terreur du nom romain les avait traversés. Saint-Sibylle envoya à Rome des députés, son frère à leur tête, chargés d'exposer les griefs des montagnards, de se plaindre surtout du consul Cassius, qui avait enlevé et vendu plusieurs milliers de Gaulois. Sans rien accorder, le Sénat fut doux. Cassius était absent. Il fallait l'attendre. En attendant, on traita bien les Gaulois. Saint-Sibylle et son frère reçurent des présents, 2 colliers d'or, 5 vases d'argent, 2 chevaux carapassonnés, des habits romains pour toute leur suite. Mais rien ne changea. Une autre occasion plus grande et plus décisive s'offrit aux Romains. Marseille était leur allié. Rival de Carthage et ayant les Gaulois toujours à ses portes, Marseille, sur terre et sur mer, avait besoin de Rome. Aussi prétendait-elle avec Rome à la plus ancienne et intime amitié. Son fondateur, le phocéen Euxène, était allé à Rome, disait-on, et avait conclu un traité avec Tarquin l'Ancien. Elle avait pris le deuil lors de l'incendie de Rome par les Gaulois et ordonné une collecte publique pour contribuer à la rançon du Capitole. Rome ne contestait point ses prétendus souvenirs. L'amitié de Marseille lui servit beaucoup. Dans tout le cours de sa lutte avec Carthage, et naguère encore au passage d'Hannibal à travers la Gaule, Rome en avait reçu les meilleurs offices. Elle accorda aux Marseillais une place parmi les sénateurs dans les fêtes de la République et l'exemption de tout droit de commerce dans ses ports. Vers le milieu du IIe siècle avant Jésus-Christ, Marseille était en guerre avec quelques tribus gauloises, ses voisines, dont elle convoitait le territoire. 2 de ses colonies, Nice et Antibes, étaient menacées. Elle invoqua le secours de Rome. Des députés romains arrivèrent pour juger la querelle. Les Gaulois refusèrent d'obéir à leurs sommations et les insultèrent. Les députés revinrent avec une armée, battirent les tribus indociles et donnèrent leurs terres aux Marseillais. Le même fait se renouvela plusieurs fois avec le même résultat. Dans l'espace de 30 ans, presque toutes les tribus situées entre le Rhône et le Var, dans la contrée qui a formé depuis la Provence, furent domptées et refoulées dans les montagnes, avec défense d'approcher à plus de 1000 pas de la côte en général et à plus de 1500 des lieux de débarquement. Les Romains ne s'enterrent pas là. Ce n'était pas pour Marseille seule qu'ils voulaient conquérir. L'an 123 avant Jésus-Christ, à quelques lieues au nord de la cité grecque, auprès d'une petite rivière, le Cénus, aujourd'hui l'Arc, le consul Sextius Calvinus avait remarqué, en guerroyant, des eaux thermales abondantes dans un site agréable au milieu de collines couvertes de forêts. Il y fit construire une enceinte, des aqueducs, des bains, des maisons, une ville enfin à laquelle il donna son nom, Aqua Sextiae, aujourd'hui Aix, la première fondation romaine dans la Gaule transalpine. Comme dans la Gaule cisalpine, avec les colonies vinrent les intrigues romaines et les dissensions exploitées et fomentées parmi les Gaulois. En ceci, Marseille secondait Rome puissamment. Elle entretenait dans toutes les tribus voisines des intelligences et l'esprit de faction. Après ces victoires, le consul Sextius, assis sur son tribunal, vendait à l'enchère ses prisonniers. L'un d'eux s'approchant de lui, « J'ai toujours aimé et servi les Romains, et souvent à cause de cela j'ai encouru, de la part de mes compatriotes, beaucoup d'outrages et de périls. » Le consul le fit mettre en liberté, lui et sa famille, et lui permit même de désigner, parmi les captifs,
ceux à qui il voulait assurer le même bienfait. À sa demande, il en délivra 900. Cet homme s'appelait Craton, nom grec qui indique ses rapports avec Marseille ou quelqu'une de ses colonies. Les Gaulois venaient eux-mêmes au-devant des pièges romains. Deux de leur confédération, les Éduins dont je vous ai déjà parlé, et les Allobroges, établis entre les Alpes, l'Isère et le Rhône, se faisaient la guerre. Une troisième confédération, la plus puissante de la Gaule à cette époque, les Arvernes, rivaux des Éduins, protégeaient les Allobroges. Les Éduins, chez qui les Marseillais venaient faire le commerce, sollicitèrent par leur entremise l'assistance de Rome. Le traité fut aisément conclu. Les Éduins obtinrent des Romains le titre d'amis et d'alliés. Les Romains reçurent des Éduins celui de frères, qui désignait chez les Gaulois un lien sacré. Le consul Domitius ordonna aussitôt aux Allobroges de respecter le territoire des alliés de Rome. Les Allobroges se levèrent en armes et réclamèrent le secours des Arvernes. Même chez ceux-ci, au centre de la Gaule, Rome était fort redoutée. On n'entrait plus en guerre avec elle qu'en hésitant. Bituite, roi des Arvernes, voulut essayer d'un accommodement. C'était un chef puissant et riche. Son père, Luerne, donnait dans ces montagnes des festins magnifiques. Il faisait enclore un terrain de 12 stades carrés et remplir de vin, d'hydromel et de bière des citernes creusées dans l'enceinte. Tous les Arvernes accouraient à ces fêtes. Bituite étala aux yeux des Romains son faste barbare. Une nombreuse escorte, superbement vêtue, entourait son ambassadeur, conduisant des bandes d'énormes dogues de chasse et précédé d'un barde ou poète qui chantait sa rote ou harpe en main, la gloire de Bituite et celle de la nation des Arvernes. Le consul le reçut et renvoya l'ambassade avec dédain. La guerre éclata. Confiants et pressés comme tous les barbares, les Allobroges attaquèrent seuls, sans attendre les Arvernes, et furent battus au confluent du Rhône et de la Sorgue, un peu au-dessus d'Avignon. L'année suivante, 121 avant Jésus-Christ, les Arvernes à leur tour descendirent de leurs montagnes et passèrent le Rhône avec toutes leurs tribus, diversement armées et vêtues et rangées chacune autour de son chef. Dans sa vanité barbare, Bituite marchait à la guerre avec le même faste qu'il avait étalé en vain pour avoir la paix. Il était monté sur un char brillant d'argent, revêtu d'une sée aux couleurs éclatantes, et faisait conduire par ses hommes une meute de combat. À la vue des légions romaines, peu nombreuses, couvertes de fer, en rangs serrés et qui occupaient peu d'espace, il s'écria avec mépris « Ce n'est pas un repas de mes chiens !» Les Arvernes furent battus comme les Allobroges. Les chiens de Bituite lui furent de peu de secours contre les éléphants dont Rome avait emprunté l'usage à l'Asie et qui jetèrent l'épouvante parmi les Gaulois. Les historiens romains disent que l'armée arverne était de 200 000 hommes et que 120 000 furent tués. Chiffre absurde, mes enfants, comme la plupart de ceux que rapportent les anciens récits. Nous savons aujourd'hui, grâce aux moyens de la civilisation moderne, qui met toutes choses au grand jour et les mesure toutes avec précaution, que les nations les plus peuplées et les plus puissantes parviennent seules, encore avec bien de la peine et du temps, à mettre en mouvement des armées de 200 000 hommes, et qu'il n'y a point de bataille, si meurtrière qu'elle soit, qui coûte la vie à 120 000 combattants. Rome traita les Arvernes avec ménagement. Mais les Allobroges perdirent leur existence nationale. Le Sénat les déclara sujets du peuple romain. Tout le pays compris entre les Alpes, le Rhône, depuis son entrée dans le lac de Genève jusqu'à son embouchure et la Méditerranée, fut érigé en province romaine consulaire, ce qui voulait dire que tous les ans un consul devait s'y rendre avec son armée. Dans les 3 années suivantes, en effet, les consuls reculèrent les limites de la nouvelle province sur la rive droite du Rhône, jusqu'à la frontière des Pyrénées vers le sud. L'an 115 avant Jésus-Christ, une colonie de citoyens romains fut conduite à Narbonne, ville déjà importante, malgré les objections de quelques sénateurs qui ne voulaient pas, disent les historiens, exposer ainsi des citoyens romains au flot de la barbarie. C'était la seconde colonie qui alla s'établir hors de l'Italie. La première avait été portée sur les ruines de Carthage.
La conquête ainsi accomplie, et pour en rendre la possession sûre et facile, le Sénat ordonna l'occupation des passages des Alpes qui ouvraient la Gaule à l'Italie. Il ne communiquait jusque-là avec la Gaule que le long de la Méditerranée, par un sentier étroit et difficile qui est devenu de nos jours la belle route dite de la Corniche. Les tribus des montagnes défendirent avec désespoir leur indépendance, quand celle des Stennes, qui occupait le col des Alpes maritimes, se vit hors d'état de conserver la sienne. Les hommes égorgèrent leurs femmes et leurs enfants, mirent le feu à leurs maisons et se précipitèrent dans les flammes. Mais le Sénat poursuivit imperturbablement son dessein. Tous les grands défilés des Alpes tombèrent en son pouvoir. L'ancienne route phénicienne, restaurée par le consul Domitius, porta désormais son nom, Via Domitia, et moins de 60 ans après que la Gaule cisalpine avait été réduite en province romaine, Rome possédait dans la Gaule transalpine une seconde province où elle envoyait et établissait sans obstacle ses armées et ses citoyens. Mais la Providence ne permet guère, mes enfants, que les hommes, même au milieu de leur prospérité, oublient longtemps combien elles sont précaires. Et quand il lui plaît de le leur rappeler, ce n'est point par des paroles, comme les Perses à leur roi, mais par des événements redoutables qu'elle donne ses avertissements. Au moment où Rome se croyait affranchie des invasions gauloises et près de s'en venger par ses conquêtes, une invasion nouvelle, plus vaste et plus barbare, vint fondre en même temps sur Rome et sur la Gaule et les livrer ensemble aux mêmes maux et aux mêmes périls. L'an 113 avant Jésus-Christ, un immense rassemblement de barbares parut au nord de la mer Adriatique, sur la rive droite du Danube, ravageant le Norique et menaçant l'Italie. 2 nations y dominaient, les Kimri ou Cimbres et les Teutons, nom national des Germains. Elles venaient de loin, vers le nord, de la péninsule cimbrique, aujourd'hui la presqu'île du Jutland dans le Danemark, et des contrées voisines de la Baltique, qui forment aujourd'hui les duchés de Holstein et de Schleswig. Un violent tremblement de terre, un terrible débordement de la mer, les avait, disait-elle, chassés de leur demeure. Ces contrées offrent en effet des traces de tels événements. Les Cimbres et les Teutons erraient déjà depuis quelque temps en Germanie. Le consul Papirius Carbon, envoyé en toute hâte pour couvrir la frontière, leur ordonna au nom du peuple romain de se retirer. Les barbares répondirent modestement que leur intention n'était pas de s'établir en Norique et que, si les Romains avaient des droits sur ce pays, ils porteraient leurs armes ailleurs. Le consul à qui la fierté avait réussi crut pouvoir aussi user envers ces barbares de perfidie. Il leur offrit des guides pour sortir du Norique. Ces guides les égarèrent. Le consul les attaqua à l'improviste pendant la nuit et fut battu. Cependant, les barbares, encore timides, n'entrèrent point en Italie. Ils errèrent 3 ans le long du Danube, jusqu'aux montagnes de la Macédoine et de la Thrace. Puis, revenant sur leurs pas et marchant vers l'est, ils inondèrent les vallées des Alpes helvétiques, aujourd'hui la Suisse, grossis d'autres tribus, galliques ou germaines, qui aimaient mieux s'associer au pillage que le subir. Les Ambrons, entre autres peuplades gauloises, réfugiés en Helvétie depuis l'expulsion des Ombriens d'Italie par les Étrusques, se joignirent aux Cimbres et aux Teutons. Et l'an 110 avant Jésus-Christ, tous ensemble entrèrent dans la Gaule, d'abord en Belgique, puis toujours errants et ravageants dans la Gaule centrale, ils arrivèrent enfin sur le Rhône, aux frontières de la province romaine. Là, le nom de Rome les arrêta encore. Ils lui firent de nouveau demander des terres et offrir leurs services. Rome leur répondit « Silanus, commandant de la province, n'a ni terre à vous donner, ni service à attendre de vous. » Il les attaqua dans leur camp et fut battu. 3 consuls, Cassius, Servilius Scipion et Manlius, essuyèrent successivement le même sort. La présomption vint aux barbares avec la victoire. Les chefs se réunirent et délibérèrent s'ils ne passeraient pas immédiatement en Italie pour exterminer ou réduire en esclavage les Romains, pour qu'on parlât Kimri à Rome.
Scaurus, prisonnier, était dans la tente, chargé de fer. Pendant leur délibération, ils l'interrogèrent sur les forces de son pays. « Ne passez pas les Alpes, n'allez pas en Italie, leur dit-il. Les Romains sont invincibles. » Saisi de courroux, le chef des Kimri, Boiorix, se jeta sur le Romain et le perça de son épée. Pourtant, le conseil de Scaurus fut suivi. Les barbares n'osèrent encore se décider à envahir l'Italie. Ils parcoururent librement la province romaine, tantôt repoussés, tantôt recrutés par les peuplades qui l'habitaient. Les Vols, Tectosages, Kimri d'origine et maltraités par Rome, se joignirent à eux. Puis tout à coup, tandis que les Teutons et les Ambrons restaient en Gaule, les Kimri passèrent en Espagne. Sans motif apparent peut-être, comme un torrent débordé se divise et répand en tous sens ses eaux. Le trouble à Rome était extrême. Jamais tant ni de si farouches barbares n'avaient menacé la République, jamais tant ni de si grandes armées romaines n'avaient été vaincues coup sur coup. Un seul homme, disait-on, pouvait écarter le péril et rendre à Rome son ascendant, Marius, de basse origine, mais déjà illustre, estimé du Sénat pour son génie du commandement et ses victoires, puissant auprès du peuple, qui voyait en lui l'un des siens et l'admirait sans lui porter envie, aimé et craint des soldats pour sa bravoure, sa discipline inflexible, son empressement à partager leurs travaux et leurs dangers, grave et rude, point lettré, point éloquent, point riche, peu propre à briller dans les assemblées publiques, mais fort et rusé dans l'action, vraiment fait pour dominer la multitude énergique et grossière, soit des camps, soit des villes, tantôt en partageant ses passions, tantôt en lui donnant le spectacle des mérites et quelquefois des vertus qu'elle estime et dont elle a besoin. Il était consul en Afrique, où il mettait fin à la guerre de Jugurtha. On le nomma consul une seconde fois, sans intervalle et quoiqu'absent, contre toutes les lois de la République. À peine de retour, en descendant du Capitole où il venait de triompher pour avoir vaincu et pris Jugurtha, il partit pour la Gaule. À son arrivée, au lieu d'aller comme ses prédécesseurs attaquer aussitôt les barbares, il ne s'occupa que de former et d'aguerrir ses soldats, les soumettant à des marches fréquentes, à toutes sortes d'exercices militaires, à des travaux longs et rudes. Pour assurer ses approvisionnements, il leur fit creuser vers les Bouches-du-Rhône un large canal qui s'embranchait dans le fleuve, un peu au-dessus d'Arles, et qui, à son entrée dans la mer, offrait aux vaisseaux un bon refuge. Ce canal, qui subsista longtemps sous le nom de Fossae Marianae, c'est-à-dire les fossés de Marius, est comblé aujourd'hui, mais à son extrémité méridionale, le village de Fos en conserve encore le souvenir. Dressés à ce régime sévère, les soldats acquirent une telle réputation de sobriété et d'assiduité laborieuse qu'on les appelait proverbialement les mulets de Marius. Ils prenaient soin de leur disposition morale comme de leur aptitude physique et s'appliquaient à exalter leur imagination, aussi bien qu'à endurcir leur corps. Dans ce camp, au milieu de ces travaux, où ils les tenaient étroitement enfermés, de fréquents sacrifices, un soin scrupuleux de consulter les oracles, entretenaient une superstition ardente. Une prophétesse syrienne nommée Marthe, qu'avait envoyée à Marius sa femme Julia, tante de Jules César, vivait auprès de lui et l'accompagnait aux cérémonies sacrées, dans les marches, traitée avec respect et grand crédit sur l'esprit des soldats. 2 années s'écoulèrent de la sorte sans que Marius voulût rien entreprendre contre les barbares. Le pays était de plus en plus dévasté. Les incendies, la famine, le désespoir et les plaintes des habitants de la province, rien ne le troubla dans sa résolution, et la confiance qu'il inspirait à Rome et dans son camp n'en fut point ébranlée. Il fut 2 fois réélu consul, la première encore absent, la seconde dans un voyage qu'il fit à Rome pour diriger lui-même son parti. Ce fut à Rome, l'an 102 avant Jésus-Christ, et qu'il apprit que les Kimri, là de l'Espagne, avaient repassé les Pyrénées, s'étaient réunis à leurs anciens compagnons, et que, de concert, ils avaient enfin résolu d'envahir l'Italie. Les Kimri par le nord, en reprenant la route de l'Helvétie et du Norique, les Teutons et les Ambrons par le sud, en traversant les Alpes-Maritimes, ils devaient se rejoindre sur les bords du Pô et de là marcher ensemble sur Rome.
À ces nouvelles, Marius repassa sur le champ dans la Gaule, et sans s'inquiéter des Cimries, qui s'étaient en effet mis en marche vers le nord-est, il plaça son camp de manière à couvrir en même temps les deux voies romaines qui se croisaient à Arles, et par l'une desquelles les Ambro-Teutons devaient nécessairement passer pour entrer par le Midi en Italie. Ils parurent bientôt, en nombre immense, disent les historiens, avec leur aspect hideux et leurs cris sauvages, rangeant leurs chariots et plantant leurs tentes devant le camp romain. Ils adressaient à Marius et à ses soldats des outrages et des défis continuels. Les Romains, irrités, voulaient sortir de leur camp. Marius les retenait. « Il ne s'agit pas ici, disait-il, avec son bon sens simple et impérieux, de gagner des triomphes et des trophées. Il s'agit d'écarter cet ouragan de guerre et de sauver l'Italie. » Un chef teuton vint un jour jusqu'aux portes du camp le provoquer lui-même au combat. Marius lui fit dire que, s'il était là de vivre, il n'avait qu'à aller se pendre. Le barbare insistait. Marius lui envoya un gladiateur. Cependant, il faisait monter ses soldats à tour de rôle sur les remparts du camp pour les familiariser avec les cris, l'aspect, les armes, les mouvements des barbares. Le plus éminent de ses officiers, le jeune Sertorius, qui entendait et parlait bien la langue gallique, pénétrait sous un déguisement gaulois dans le camp des Ambrons et instruisait Marius de ce qui s'y passait. Enfin, les barbares impatientés, après avoir tenté vainement de forcer le camp romain, levèrent le leur et se mirent en marche vers les Alpes. Et pendant 6 jours, dit-on, leurs bandes défilèrent sous les remparts des Romains, leur criant « N'avez-vous rien à mander à vos femmes? Nous serons bientôt auprès d'elles. » Marius aussi leva son camp et les suivit. Ils s'arrêtèrent les uns et les autres près d'Aix, sur les bords du Cénus. Les barbares dans la vallée, Marius sur une colline qui la dominait. L'ardeur des Romains était au comble. Il faisait chaud, on manquait d'eau sur la colline. Les soldats s'en plaignaient. « Vous êtes des hommes, dit Marius en montrant au bas la rivière. Voilà de l'eau, à acheter avec du sang. Que ne nous mènes-tu donc promptement contre eux, s'écria un soldat, pendant que nous avons encore du sang dans les veines. Il faut d'abord fortifier notre camp, répondit doucement Marius. Les soldats obéirent, mais l'heure de la bataille était venue, et Marius le savait bien. Elle s'engagea sur les bords du Cénus, entre quelques Ambrons qui se baignaient et quelques esclaves romains descendus pour puiser de l'eau. Quand toute la horde des Ambrons s'avança au combat, poussant son cri de guerre « Ambra, Ambra !» un corps de Gaulois, auxiliaires des Romains, et le premier en ligne les entendit avec grande surprise. C'était là aussi son nom et son cri de guerre. Il y avait des tribus d'Ambrons dans les Alpes soumises à Rome comme dans les Alpes helvétiques, et les mots « Ambra, Ambra » retentirent des deux parts dans le combat. Il dura 2 jours, le premier contre les Ambrons, le second contre les Teutons. Les uns et les autres furent vaincus, malgré leur bravoure sauvage et la bravoure égale de leurs femmes qui défendirent avec un acharnement indomptable les chariots où elles étaient restées presque seules, gardant leurs enfants et le butin. Après les femmes, il fallut exterminer aussi les chiens qui défendaient les corps de leurs maîtres. Ici encore, mes enfants, les chiffres des historiens sont absurdes, quoique divers. Les plus pompeux portent le nombre des barbares tués à 200 000 et celui des prisonniers à 80 000. Les plus modestes s'arrêtent à 100 000. Quoi qu'il en soit, le carnage fut grand, car le champ de bataille, où tous ces cadavres restèrent sans sépulture, pourrissant au soleil et à la pluie, en prit le nom de Campi Putridi, champ de la putréfaction, nom qui se retrouve encore aujourd'hui dans celui de Pourrières, village voisin. Quant au butin, l'armée romaine, d'une voix unanime, en fit don à Marius. Mais lui, se souvenant peut-être de ce qu'avaient fait naguère les barbares après la défaite des consuls Manlius et Scipion, voulut que tout fût brûlé en l'honneur des dieux. Il fit préparer un grand sacrifice. Les soldats couronnés de branches de laurier étaient rangés autour du bûcher. Leur général, élevant une torche enflammée, allait de sa main mettre le feu lorsque, soudain, sur le lieu même, soit dessein, soit hasard, arriva de Rome la nouvelle que Marius venait d'être élu consul pour la 5e fois. Au milieu des acclamations de son armée, et le front ceint d'une nouvelle couronne, il approcha lui-même la flamme
et acheva le sacrifice. Si nous voyagions en Provence, mes enfants, dans les environs d'Aix, nous rencontrerions peut-être quelques paysans qui, en nous montrant le sommet d'une colline où, selon toute apparence, Marius offrit, il y a plus de 2000 ans, ce glorieux sacrifice, nous diraient dans le patois de son pays « Aquí es lu de l'ubre de la Villoria ». Là est le temple de la victoire. Là fut construit, en effet, non loin d'une pyramide élevée en l'honneur de Marius, un petit temple consacré à la victoire. Tous les ans, au mois de mai, la population y venait célébrer une fête et allumer un feu de joie, auquel répondaient d'autres feux sur les coteaux environnants. Quand la Gaule devint chrétienne, ni le monument ni la fête ne périrent. Une sainte prit la place de la déesse et le temple de la victoire devint l'église de Sainte-Victoire. Il en reste encore aujourd'hui des ruines. La procession religieuse qui avait succédé à la fête païenne n'a cessé qu'il y a 50 ans, à la première explosion de notre Révolution. Et le vague souvenir d'un grand événement national se mêle encore dans les traditions populaires aux légendes de la Sainte. Les Ambrons et les Teutons vaincus restaient les Kimri, qui, selon leur convention, avaient repassé les Alpes helvétiques et étaient entrés en Italie par le nord-est en traversant l'Adige. Marius marcha contre eux au mois de juillet de l'année suivante, 101 avant Jésus-Christ. Ignorant ce qui s'était passé en Gaule, et toujours préoccupé du désir d'un établissement, ils lui envoyèrent encore des députés. « Donne-nous, lui dirent-ils, des terres et des villes pour nous et pour nos frères. »« Quels frères ?» leur demanda Marius. « Les Teutons. » Les Romains qui entouraient Marius se mirent à rire. « Laissez là vos frères, dit Marius. Ils ont de la terre, et ils l'ont pour toujours. Ils l'ont reçu de nous. » Les Kimri, comprenant l'ironie, éclatèrent en menaces, disant à Marius qu'il en serait puni, par eux d'abord, puis par les Teutons quand ils arriveraient. « Ils sont ici, reprit Marius. Il ne convient pas que vous vous en alliez sans avoir embrassé vos frères. » Et il fit venir Teutobod, roi des Teutons, et d'autres chefs prisonniers. Les envoyés rapportèrent dans leur camp ces tristes nouvelles, et 3 jours après, le 30 juillet, une grande bataille eut lieu entre les Kimri et les Romains dans le champ Rhodius, vaste plaine près de Versailles. Je ne vous en dirai pas les détails, mes enfants. Elle ressembla beaucoup à celle d'Aix. D'ailleurs, livrée en Italie par les seuls Romains, elle n'appartient guère à l'histoire de notre Gaule. Je ne vous en parle que pour vous faire connaître l'issue de cette fameuse invasion barbare dont la Gaule fut le principal théâtre. Elle avait un moment menacé l'existence de la République romaine. Les victoires de Marius arrêtèrent le torrent, mais n'en tarirent pas la source. Le grand mouvement qui poussait d'Asie en Europe et de l'Europe orientale dans l'Europe occidentale des masses de populations errantes suivit son cours, amenant incessamment sur les frontières romaines de nouveaux venus et de nouveaux périls. Un plus grand homme que Marius, Jules César, comprit que, pour résister efficacement à ces nuées d'assaillants barbares, il fallait conquérir et rendre aux Romains le pays sur lequel ils se précipitaient. La conquête de la Gaule fut l'accomplissement de cette pensée et le pas décisif vers la transformation de la République romaine en empire romain.